Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Laissez-moi vous décrire une scène. Imaginez un haut responsable dans une administration publique, assis à une réunion d'équipe tout à fait ordinaire. Sur l'écran devant lui s'affichent les résultats d'une enquête anonyme menée auprès des employés. En parcourant les commentaires, il commence à remarquer des tendances qu'il n'avait jamais vues auparavant. Des problèmes de communication, des équipes qui se sentent peu soutenues, des difficultés auxquelles son service est confronté. Toutes ces informations existaient déjà, mais, pour la première fois, il arrive à voir son organisation à travers les yeux de ceux qui y travaillent. Et cette histoire résume parfaitement l'idée centrale de notre discussion d'aujourd'hui, inspirée des enseignements du manuel d'analyse des administrations publiques. Les gouvernements recueillent chaque jour une quantité immense d'informations. La vraie question est la suivante. Comment utiliser ces données pour devenir plus efficaces ? Bienvenue dans le premier épisode de notre nouvelle série, basée sur les chapitres d'introduction de cet ouvrage. Il s'agit d'un concept qu'on nomme « analyse des administrations publiques ». Et cela paraît tellement évident, mais le manuel met en lumière un énorme décalage. Le secteur privé a créé des milliers de milliards de dollars de valeur grâce à l'analyse des données, tandis que les gouvernements ont été beaucoup plus lents à appliquer cette même approche à leur propre fonctionnement. Exactement. Quand on y pense, environ 154 économies ont mis en place des institutions publiques numériques. Elles ont investi massivement dans la transformation numérique. Pourtant, très peu ont systématisé l'utilisation de ces données numériques pour réellement améliorer leur manière de fonctionner. Donc toutes ces données sont stockées sur des serveurs, mais ne servent pas à diagnostiquer les véritables problèmes au sein des équipes ou des organisations. Pour beaucoup de nos auditeurs du secteur public, cela doit sembler très familier. C'est une occasion énorme, qui reste largement inexploitée. Mais c'est aussi là que les choses deviennent passionnantes. Il ne s'agit pas de proposer des réformes descendantes, coûteuses, qui échouent souvent. Il s'agit d'utiliser les données qui existent déjà. Très bien, passons au premier enseignement majeur. Que se passe-t-il lorsque les gouvernements commencent réellement à exploiter ces données ? On peut voir des gains de performance considérables, et ils peuvent apparaître rapidement. Les bénéfices économiques sont tout simplement impressionnants. Impressionnant à quel point ? Donnez-moi un exemple. Bien sûr. En Fédération de Russie, une analyse a montré qu'en améliorant simplement les performances du quart des agents chargés des marchés publics les moins performants, il serait possible d'économiser environ 10 milliards de dollars américains chaque année. 10 milliards ? Concrètement, qu'est-ce que ça représente ? Cela correspond à environ 15% de l'ensemble des dépenses publiques de santé du pays. Cet argent est là, prêt à être économisé, simplement grâce à une gestion plus intelligente. Waouh, c'est énorme. Et il ne s'agit pas seulement de réaliser des économies, n'est-ce pas ? Le plan évoquait aussi des recettes. Oui, au Pakistan, une étude a révélé que permettre aux meilleurs agents du fisc d'obtenir l'affectation dont ils rêvent pouvait augmenter les recettes fiscales de 40%. 40% ? Simplement grâce à une incitation non financière ? Exactement. Prenons aussi l'exemple des prestations de services. En Italie, les données ont montré que certains bureaux de sécurité sociale mettaient 2,5 fois plus de temps que d'autres pour traiter des dossiers similaires. Le simple fait d'affecter les meilleurs managers aux bureaux qui contiennent le plus grand nombre d'employés pourrait faire augmenter la productivité de 7%. Ah, je comprends. Finalement, c'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question de personnes. Au Nigeria, par exemple, la qualité du management était directement liée au fait qu'une route ou une école ait bel et bien été construite. Absolument. Une meilleure gestion pouvait augmenter de 32% les chances qu'un projet soit mené à terme. Et parfois, ces analyses permettent même d'éviter une crise. Vous faites référence à l'exemple du Brésil, n'est-ce pas ? Tout à fait. Là-bas, des analystes ont modélisé les futures dépenses salariales et les pensions de chaque employé fédéral. Les projections ont révélé une catastrophe budgétaire en préparation. Le scénario le plus coûteux reviendrait presque 50% plus cher que le moins coûteux. Donc, ces données concrètes ont fourni au gouvernement les preuves nécessaires pour engager des réformes législatives difficiles avant qu'il ne soit trop tard. Elles lui ont offert une véritable carte de l'avenir.
La même chose s'est produite au Nigeria après un allègement de dette de 18 milliards de dollars. Des analyses ont permis de suivre chaque naira dépensé. Le système a découvert qu'un ministère avait reçu 475 millions de dollars sans avoir achevé un seul projet. C'est pas croyable. Mais le fait de le découvrir leur a permis de mettre en place des méthodes beaucoup plus efficaces pour utiliser ces fonds. Exactement. Les analyses remplacent les soupçons par des preuves. Bon, le potentiel est évident. Mais c'est là que les choses deviennent plus compliquées, j'imagine. Comment un gouvernement développe-t-il réellement cette capacité? Sur le papier, ça paraît formidable, mais quelle est la feuille de route à suivre? C'est justement le deuxième grand enseignement de cet ouvrage. Il existe un cadre très concret pour y parvenir. Tout commence par un modèle simple appelé la fonction de production de l'administration publique. Ça sonne très universitaire. C'est vrai. Mais l'idée est toute simple. Imaginez une recette de cuisine. Vous avez les intrants, qui sont constitués des ressources humaines, des biens et du capital. Ensuite viennent les processus, c'est-à-dire les pratiques de management, la culture de l'organisation. Et tout cela génère les produits et les résultats, soit les services que vous fournissez. Je vois. Il suffit donc de rattacher les données dont on dispose à cette recette. Exactement. Pour les intrants, on analyse les données de paie afin de vérifier si la masse salariale est soutenable, ou les données des marchés publics pour détecter des achats surévalués. Pour les processus, qui n'apparaissent pas dans les données administratives, on utilise des enquêtes auprès des fonctionnaires afin de mesurer le leadership et la motivation. Comme dans l'histoire du haut responsable dont vous parliez au début. Précisément. Et pour les résultats, on utilise les données administratives afin de mesurer, par exemple, combien de déclarations fiscales un agent traite, ainsi que des enquêtes auprès des citoyens pour évaluer la satisfaction du public. D'accord, le cadre est clair. Mais qui réalise concrètement tout ce travail? Un analyste isolé dans un bureau? Absolument pas. Il faut adopter une approche stratégique à l'échelle de tout le système. La première étape consiste à créer des unités d'analyse, à la fois au centre de gouvernement pour avoir une vision globale et au sein de chaque grande administration afin d'adapter les analyses à leurs besoins spécifiques. Et j'imagine que la technologie ne suffit pas. Il faut aussi les bonnes personnes. C'est le point le plus important. Il faut former un corps de responsables publics, capables d'interpréter les données et de les combiner avec leurs connaissances du terrain. Beaucoup de nos auditeurs qui occupent des fonctions de management savent que les données, à elles seules, ne racontent jamais toute l'histoire. Donc il s'agit de construire une culture, pas seulement un tableau de bord. Exactement, une culture. Et cette culture doit être portée par des agendas analytiques à tous les niveaux, depuis les plus hauts dirigeants jusqu'aux responsables d'équipe. Enfin, et c'est souvent difficile dans le secteur public, il faut instaurer une culture qui récompense les expérimentations intelligentes, même lorsqu'elles n'aboutissent pas. Cela demande beaucoup de confiance. Prendre la responsabilité des échecs qui sont une partie inhérente de l'innovation. Tout à fait. Mais les bénéfices sont immenses. Il s'agit de passer de ce qu'un chapitre appelle le brouillard procédural de l'administration à une vision claire et ciblée. Il s'agit de transformer les données existantes en une carte précise, montrant où une administration réussit et, tout aussi important, où elle échoue. En définitive, les choix que les décideurs politiques font aujourd'hui concernant ce qu'ils choisissent de mesurer détermineront ce que leurs gouvernements pourront savoir et ce qu'ils pourront accomplir demain. Renforcer cette capacité n'est pas un projet à court terme, c'est un investissement fondamental à long terme pour bâtir un État plus efficace, plus performant et plus réceptif au service de tous. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.